Nous sommes le lundi 21 octobre 2019. Cameroun a traversé, on va dire, la désolation. Plusieurs Camerounais, de nombreux Camerounais, on sait aujourd'hui, prise juste après, pour compenser tout cela et pour tirer les leçons de cela. Il faut signaler, là encore, les êtres humains par train. C'est un véritable problème pour ces populations camerounaises qui doivent finalement font l'actualité, madame, messieurs, avec les acteurs de tout cela. D'abord, vous, monsieur Bachou, Chalamel, bonjour et bienvenue. Et à son excellence Jacques Famendongo, contre des populations Bamoun dans le sud, notamment à Saint-Mélima, a tenu des propos du genre: a-t-on besoin, lorsqu'on cherche à apaiser dans le sud, avec une question d'un autre parti dont on préfère taire le nom? Dangereuse expression. Quoi, on souhaite lutter contre la radicalisation, le radicalisme politique. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qui est pour sa colère. C'est une chronique pimentée. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au gouvernement camerounais. Laissez, notre Cameroun n'a plus besoin de nommer quoi que ce soit. Elle a besoin de repos pour pouvoir partir. Si elle veut se reposer, qu'elle dise qu'elle est fatiguée, qu'on la laisse s'interroger quand même sur les choix, sur les qu'elle connaît et voir qu'elle est en fauteuil roulant pour que le gouverne comprenne que ceux qui nous gouvernent, comprennent que est à la tâche. Voilà. Donc Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers. Je m'appelle Maman Christine. Le militaire tire à balles réelles sur la dame qui s'oppose. Le militaire sort avec sa fille. Ça se passe à cellules psychologiques. Il est temps de mettre nos troupes en état psychologique pour qu'ils puissent nous entretenir. C'est le mariage? Peut-être voulait seulement jouer avec la fille. Est-ce qu'il a dit qu'il voulait même se marier avec la fille? Bon, forcer le mariage ou la relation. Voilà. Maintenant, c'est forcer les relations. Voilà. Il faut qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Hein. Ça veut dire que j'ai ma fille, je refuse que vous sortiez avec elle, vous tirez sur moi. Oui. Tout simplement. Absolument. Nous ne dirons pas plus que ce qu'on a dit ce matin sur ce sujet-là. Vous savez, en conclusion, dans un pays où on parle de détente politique, avec la première rubrique. Dominique Audrey-Yengelec, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bon, l'histoire de Marie-Paul. Marie-Paul a construit de ce côté, ça fait des locataires, parmi lesquels un qui pose durant la nuit. Elle a tellement crié que c'est son mari qui a dû la relever. M'a battu toute la nuit. Son mari lui a dit non, c'est sa femme était en train de vivre une couche de nuit, en réalité. Ce qui s'est passé pendant ton sommeil. Je ne sais pas comment tu peux, nuit là, en présence de son mari, le mari de nuit, tu gémis et non, il faudrait qu'on fasse une descente. C'est ce qui s'est fait. On est venu. Il faut que tu me chasses ton locataire là parce qu'il est nuisible pour moi. Il paye toujours les factures, il est très gentil, il est poli, il est propre, il est tout. Donc vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Qui nous tue ou bien avec qui on a des rapports sexuels, est-ce que c'est vraiment avéré? Est-ce que le fait de rêver de quelqu'un veut dire que forcément on entretient une certaine relation? Non. Parce que je constate que le Cameroun devient vraiment un pays des comédiens, un pays des acteurs. Ça veut dire que quelqu'un passe toute la nuit à filmer sa femme pour lui montrer que... Oui, voilà la preuve. Non, mais attention, oui, les gens sont devenus fous. Père de la psychanalyse. Alors, il faut clairement l'expliquer aux gens. Hein. Il y a ce qu'on appelle en psychanalyse le on peut rentrer chez nous aujourd'hui. Ah non. Non, bref, Herbin, le roi des herbes, qui est efficace contre ses rêves et ses cauchemars la nuit, les couches de nuit, les gens qui mangent la nuit, tout ça la nuit. Voilà. Bref. Il faut dire ça au pasteur de Marie-Paul. Non, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils n'y croient pas. Ils disent que ce sont les démons. Mais il allait voir le pasteur qui n'a pas fait. Dites-lui de prendre le roi des herbes, Deido plage. Voilà, quand on vous dit la plage de Deido, ce n'est pas Deido que vous connaissez aujourd'hui, c'est pour en faire des plages. Et les régimes successifs d'Aïdjo et de Paul Biya n'ont pas voulu suivre Deido, les endroits de détente. Et de vous le regrettez, ça? Oui, je regrette que vous avez parlé de Freud. Moi, je vous parle de deux Américains qui ont écrit un livre, Why Nations Fall. Ces nations ne s'inspirent pas de leur orientation anthropologique, sociologique. Vous voyez, la Chine n'a pas parlé de révolution industrielle. La Chine, effectivement, il existe des couches de nuit. Effectivement, là aussi, Freud a raison.
il y a des refoulements. Et effectivement, donc tout ça existe. Maintenant, ce bonhomme, la femme est sous décis, ça veut dire, faudrait dire que sa femme n'est pas infidèle. Ce monsieur, ce locataire, donc, parce qu'elle est inquiète, elle part voir sa bailleresse en disant, elle est inquiète, ça veut dire qu'elle n'est pas, ils n'ont pas de rapport, peut-être n'ont même pas de relations, j'allais dire, des couches de nuit. Parce que c'est un phénomène qui existe, parce que c'est un phénomène de sorcellerie qu'il faut combattre. Et ça donne encore une autre orientation que les églises ne font à travers des pratiques. Ça peut être lui, comme ça peut ne pas être lui. Il peut avoir un autre sorcier comme des démons. Je parle là des églises judéo-chrétiennes et ce problème allait être vite résolu. C'est-à-dire qu'on est à Deido, il y a le cercle qu'on appelle l'Iri dans cette zone et dans cette localité et ramener ce couple. Je ne vais pas dire que c'est le voisin qu'on a vu qui est nécessairement l'auteur. Même si elle est infidèle, ce n'est pas avec ce voisin-là. Donc, et c'est qu'elle n'a rien à se reprocher, elle ne va en premier rempart. D'accord. Dominique Audrey. Puis à la moindre difficulté. Moi, je ne sais pas. Mais c'est le gémissement d'un rapport sexuel. Non, et il cite le nom. Non, c'est pas de Freud. Une femme qui est infidèle, ça peut pas, elle ne peut pas dire ça en dormant. Ah, d'accord. Elle ne peut pas le dire en dormant. Si c'était Dieu qui l'avait. Et justement, l'histoire, pas plus tard qu'hier, rendre visite à un malade avec la nourriture. Et notez quoi, le bol de nourriture. Bonabéry et PK12. Et je vous confirme ça. C'est-à-dire que sa femme lui a dit qu'elle était à Bonabéry. Le gars, comme disait Charles Hamel, Dieu vend parfois les gens. Ça veut dire que souvent elle fait ça. Ah, finalement, je suis que quand elle dit souvent qu'elle va à Bonabéry ou partout. Je ne sais pas où ça veut dire que je suis infidèle. Des pandas pour Bonabéry et vous vous retrouvez à PK12, c'est quand même. Monsieur Fopoussi, cette histoire, l'homme n'est pas ou bien eu un comportement pendant le rêve. On sait également que dans la vie, j'étais encore au lycée et on m'a dit non, peut-être c'est parce qu'on. Elle manque, elle est il va subir ça tous les jours, peut-être elle va appeler un autre voisin ou bien elle va appeler même... Ah non, c'est pas contre vous. Je ne réponds pas à ça. C'est pas contre vous. De chez vous, pour venir me dire de faire partie mon locataire. Pour la bastonnade et ensuite le gémissement. Alors, disons une maison où on va s'implanter, on va passer. Vous avez des plantes qui chassent les serpents, vous avez des plantes qui chassent les mauvais, des occidentalisés, et je trouve des gens qui ont des plantes, ce qu'ils appellent des fleurs, permettez-moi l'expression. Alors, je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que la rose, chez les Africains, la rose est un élément extrêmement... Tous les films que vous avez eu à voir, ou des films démoniaques, vous avez retrouvé. Elle aurait planté des bonnes fleurs, les fleurs dans la nuit. C'est pas une plante au hasard, c'est pas fait au hasard, c'est pas une plante importée. Elle a des senteurs qu'elle dégage toutes les nuits. Donc ça, c'est important. Si vous avez des gens aujourd'hui... Parce que Dieu qui a aimé le monde a tout mis dans la nature. De poison, non. Le poison primaire, c'est sur les chiens. D'un autre délai, ne manquez pas de vivre. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Ça, c'est le premier point. L'histoire ne nous dit pas quelle est la... Mais le jour que vous vous gâtez, c'est toi qui vas avoir le silence général que je vais changer. Y a-t-il une tentative de drague, monsieur Eric Fopoussi, pour ce voisin? Ça s'appelle les histoires qui disent que papa le... Ça dit que si tous les jours, vous avez un voisin qui vous dit... Non, mais monsieur Eric Fopoussi, j'estime quand même que c'est se balade dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, vous avez des gens qui se plaignent. Oh mon gars, fait ceci. Oh, vous devenez le réceptacle là où les gens viennent cacher leurs objets, où les gens peuvent venir se cacher, monsieur. Ils ne savent pas. Le malin, les mauvais esprits. Déjà, premièrement, quand on balaye le jour, monsieur, il faut pousser le vent emporte, les pieds des gens, vos émotions, la colère, tout ce que votre face donne à quelqu'un, vous allez le voir sur l'angle de l'église. Je le dis. Des femmes, vous avez des gens aujourd'hui, et les Africains adorent ça. Ceux qui consomment la consommation de l'eau pure et des légumes, vous, le roi des herbes et tout, revenez. Lorsqu'il y a couche de nuit, à l'immédiat, parfois vous mouillez, des femmes qui mouillent. Donc il y a des symptômes. Et les conséquences, il y en a? Avec vous, Karine. Monsieur Fopoussi, il y a tout ce que j'ai entendu concernant prendre ça un peu trop simplement. On a affaire à une femme qui a besoin de quelqu'un pour lui dire. Non, parce que c'est la seule chose qu'elle connaît. Quand vous ne savez, non. Elle a dit, dominer. Voilà comment, maman, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est maman qui dit. Je connais les situations. Quand un homme, d'imaginer, le problème maintenant, ce n'est pas de chercher le coupable. Le problème maintenant, c'est comme si il veut même se débarrasser de la situation.
La femme n'a pas trouvé la bonne mesure de la solution parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a. Raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais elle a besoin de quelqu'un qui va comprendre. Elle ne, non, le mari est aussi chrétien. Voilà. Et c'est la faute de vous pousser. On a affaire à une femme qui est meurtrie, qui souffre. Parce qu'elle vit le martyre. Ce n'est pas rien. Vous êtes prête à mettre votre doigt au feu. Je suis prête à le. C'est même un désir qu'elle a avec son mari. Et qu'il faut. Non, monsieur Batou. Monsieur Batou. Elle a un problème. Elle a un problème. Parfois, simplement les questions. Qu'est-ce qu'elle a répondu à son mari lorsqu'il a parlé? Parce que femme est loin d'être ce que son mari dit, tromperie. D'accord. Non, son mari connaît. Il est censé. Je vous le dis. C'est commentaire, quand il s'oublie un peu, son subconscient lui rappelle le prénom. Les éléments sont probants. On va lire. Sérieux, celle-ci édifie beaucoup les téléspectateurs. Cette femme accuse ce locataire pour rien. Elle a de l'attirance pour lui, Dieu tout-puissant, qui résout cela. C'est Josie. D'une mauvaise personne, du sorcier ou d'une sorcière. Moi aussi, j'ai été victime de... Le message est coupé. D'accord. Monsieur, il faut préciser avec une précision. Il faut dire aux gens que dans la tradition chez les Bantous, dans les rêves, si vous avez ça, vous aurez. Et tellement le désir, la femme, vous avez, lorsque la femme veut avoir une période, ça, ces gens de l'autre côté le voient et ils le ressentent. Donc il faut que les gens fassent attention lorsqu'ils se couchent pour dormir. C'est assez. Il faut voir peut-être aussi rappeler le symbole, la symbolique de manger la viande dans les rêves aussi. C'est pour ça que j'ai dit non. On ne mange pas. Pour la viande, c'est encore plus grave. On ne mange pas, monsieur. Tout à fait. Bon, du point de vue psychanalyste, cette femme est amoureuse du monsieur. Ça, c'est Manoc qui nous écrit ça. Voici la colère. Ce jour, sur la question d'une notion galvaudée, et que font-elles? C'est depuis quelques semaines dans la Léquier. Quels sont les critères pour devenir élite de la région de telle pour des réflexions portant sur la lutte contre la pauvreté que j'en passe? Il ne se passe pas ces questions usurpées, trafiquées, que sais-je encore, la faillite du développement a accru les compétences de nouveaux de l'économie suite à la crise au domaine de la vie sociale. Ils prétendent assurer à leur manière le dessous-groupe, l'élite intellectuelle, économique, entrepreneurs et hommes d'affaires administratifs, constitués des cadres de l'ensemble, les élites extérieures et les élites intérieures. Comment s'imposer comme des personnes qui se chargent d'actionner la politique d'autodéveloppement en démarche élevée, du chômage croissant des jeunes, sont d'élite, qui a déjà, en laissant reposer leurs espoirs, défini le principe selon lequel l'élite devrait, les écoles, les centres de santé, trouver du... Telle est la question. Amen. Ils seront tentés de... que les gens poursuivent chers élites, chefs payés, villages divisés, chefs installés contre la volonté des populations, au fond, raison des élites. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une chose, une seule chose à faire, c'est de détrôner les monarques qui sont installés depuis des années et s'y faire installer. Comment comprendre que nos élites ne travaillent pas dans le sens du bien collectif? L'élite travaille au développement du sous-développement ou encore à la prolétarisation du monde paysan. Voilà, ce concept d'élite qui, comme vous le savez, revient chaque fois dans le discours politique, dans l'espace public camerounais depuis tellement longtemps. Cette notion aussi qu'on devra appréhender d'abord étymologiquement, parce que c'est important de comprendre d'où nous vient le concept élite en termes étymologiquement. Eligere, c'est du latin, ça veut dire trier, choisir, élire. Et donc, élite par opposition dans l'antonomie à la foule, aux petites gens. Lorsque vous n'êtes pas une élite, vous êtes une petite personne sans considération, vous faites partie de la foule, des gens qui n'ont pas droit à la parole. Vous êtes le vent. Des gens qui ne... Et c'est un terme que je reprends ici d'Emmanuel Macron, le président français, les gens sans dents. Donc, qui n'ont pas la capacité de manger la viande, donc de mâcher la viande, donc des sans dents. Prenez ça
comme métaphore, hein, donc descendants. Donc c'est ça, une opposition claire et nette. Et on assiste alors à la dictature de la minorité, ou ce que un auteur appelle l'abus de minorité. Donc c'est un groupe de gens qui estiment être la fine fleur, la crème, l'intelligentsia, le gratin, les personnes les plus remarquables, les meilleures, qui se croient au-dessus de tout le monde et qui estiment qu'ils doivent décider pour le reste, pour la communauté. Donc, c'est ça la réalité et c'est à ce niveau-là qu'on va donc comprendre comment nos États, comment notre société, justement, avance et se construit dans cette dynamique-là. Vous avez rapproché cela au Cameroun. On voit très bien que ce qui fait office d'élite, on a classifié par rapport à ceux qui occupent des postes dans les administrations. Ailleurs, on parle d'au moins chef-service. On considère que vous êtes au moins chef-service dans votre administration. Vous êtes considéré dans votre village comme une élite. Voilà. Si on parle de ce principe-là, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui, grâce à des affaires, ont pu se constituer un capital d'argent et qui désormais peuvent se prévaloir également du terme élite économique. Vous les voyez donc décider de tout et de rien. Donc nous sommes clairement dans ce registre-là et ces gens-là s'arrangent à être ensemble. Ces gens-là s'arrangent à être ensemble, ce petit groupe-là s'arrange à être ensemble de manière à décider pour le reste du groupe, de la communauté. Alors bon, Bengan, c'est vous qui êtes, on va dire, un tout petit peu sur ce plateau le spécialiste et le ténancier du concept d'élitisme. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Non, en plus de ce que vous avez dit, je compléterai seulement par la conclusion de Charles Lambert Mbachou. L'élite développe la pauvreté. Et c'est pour cette raison que Charles Ateba Yéné, paix à son âme, a sorti ce livre, Les paradoxes du pays organisateur. Parce que là-bas, les populations davantage ont compté sur les élites, ne sachant pas que les élites développent la pauvreté. Donc, et pourquoi l'élite développe la pauvreté? Justement, ça entre dans votre sens pour dire que ce concept est né justement de deux sociologues italiens au milieu du 19e siècle pour faire soi-disant porter les souffrances des populations. Mais en réalité, c'est pour protéger le pouvoir des bourgeois qui venaient de renverser les aristocrates. Et les mêmes bourgeois étaient menacés par les populations qui, elles, étaient mues des idées marxistes. Et tu sais, le marxisme, la différence était quoi? C'est qu'il y avait les leaders sociaux. Les leaders sociaux, c'est des gens, peut-être vous n'êtes rien, vous n'avez même pas, vous avez été comme Bombo, vous n'avez que votre certificat d'études primaires indigènes. Et la population voit en vous des représentants parce que vous représentez mieux cette population-là. Les bourgeois ont donc voulu casser ça en venant avec le concept d'élite, en disant, mais ils commencent à dire, la masse ne réfléchit pas. Il faudrait montrer que la masse ne réfléchit pas. C'est quelques individus qui doivent réfléchir au profit de la masse. Or, l'orientation, alors la feuille de route donnée à ces individus-là, à ces élites, est de développer la pauvreté de la masse. Vous verrez, puisque le dernier cas, n'ayons pas peur de le dire, nous vient du Sud. Et là-bas, il y a des arrondissements qui ont des milliardaires, et comptent même des milliardaires. Mais regardez quel est le statut des populations paysannes, le statut même des routes. Il n'y a plus de rivières. Nous, on puisait l'eau, on allait boire l'eau à la rivière. Il n'existe plus puisque les exploitants forestiers, avec le soutien de ces élites, ont tout dévasté. Mais n'arrivent pas. Les populations n'arrivent pas à s'en sortir. On a donc renversé ceux qui étaient les représentants des populations hier, c'est-à-dire pouvaient aller dire, voilà, c'est comme quand les élites ont supplanté tout. Donc c'est ça, c'est Wilfredo Pareto et Gaetano Mosca. Voilà les deux Italiens. Et le drame, on enseigne ça à l'école. Mais dans nos universités ici, surtout ici dans les facultés de management, de sciences de gestion et tout, on prend Gaetano Mosca et Wilfredo Pareto comme j'allais dire, des éclaireurs de conscience, comme les guetteurs d'avenir, alors que c'est eux qui sont là pour aider le pouvoir central à rendre encore davantage les populations plus pauvres. Donc, si je pouvais me faire une synthèse, j'allais dire, faut-il tuer nos élites? Je dirais oui.
Laissez les leaders sociaux, tuons les élites. Peut-être ça vous semble... Oui, oui. Il faut que les sociétés, les populations créent leurs leaders, ceux qui portent les mains, mais qu'ils assassinent leurs élites. Bon, pas assassiner dans le pas de la machette. Au risque que ces leaders sociaux eux-mêmes se transforment justement en... Mais justement, si les populations commencent à se dire que M. Foposi Nego, vous qui êtes ici à Douala 0, c'est vous que nous représentons, même si on envoie Mbombok, qui est le renvoyé du Premier ministre qui a dit, on lui dit non, si on ne voit pas M. Foposi Nego rentrer, allez dire au Premier ministre qu'on ne soit pas. Nous, on veut voir Foposi. Maintenant, il appartiendra à M. Foposi Nego d'aller dire au Premier ministre, non, moi, mes populations, sinon pas leur route là, qui amène l'hôpital général et le truc là, non, c'est que vous faites là, non. Ça vous commencez les travaux quand? Encore faut-il qu'il soit incorruptible. Mais c'est justement ça. Et que justement, il ne se met pas lui aussi à la mangeoire. Voilà d'où vient donc le terme de bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador, ça veut dire que les gens qui s'enrichissent sans base, j'allais dire sans traçabilité réelle, et l'argent vient d'ailleurs qui n'est pas traçable. Parce que on en connaît, des gens qui ont porté des aspirations et du jour au lendemain sont devenus, ont oublié que les gens qui leur ont donné leur autorité avaient des aspirations et qu'il ne fallait pas les trahir. D'ailleurs, c'est pourquoi on s'interroge sur cette notion d'élite. Parce que ces gens-là répondent à des maîtres qui ne sont pas la foule, puisqu'ils méprisent la foule. Ils trouvent que la foule et la masse ne pensent pas. Ils trouvent que ces petits gens n'ont pas droit à la parole, malheureusement. Alors, on va... D'ailleurs, c'est pourquoi, dans une notion... c'est pourquoi en journaliste, d'ailleurs, on parle de mort sociale du journaliste. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui, justement, sont contents d'être en veste-cravate dans des grosses voitures et oublient leur fonction, leur mission d'être avec le peuple pour répercuter, justement, les desiderata de ce peuple-là. Donc, ça marche aussi comme ça pour les journalistes. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour cette première partie. À tout de suite. 21 octobre 2019. Et pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-nous de revenir sur la colère de Charles Hamel. Alors, Dominique Audrey, je commence par votre regard sur cette colère et sur cette notion d'élite. De façon générale, M. Mbachoua a globalisé les élites. Maintenant, si on revient dans le contexte camerounais, moi je dirais qu'on a des intellectuels. Tout simplement, dans nos villages, dans nos familles, dans notre pays, on n'a que des intellectuels parce que ceux qui se font appeler... les diplômés. Ok, on n'a que des diplômés. Voilà, oui, c'est mieux. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire justement. On n'a que des diplômés qu'on a érigés en élite. Si on s'en tient aux prérogatives qui devraient être les leurs, c'est-à-dire financer des projets, aménager et construire des infrastructures et autres, porter la pensée de la population, on ne peut pas, ça ne se voit pas dans notre contexte, dans nos différents villages. Ce que moi je vois en termes, entre guillemets, d'élite, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui à la solde du régime en place. Si on a une élite économique, par exemple, qui nous fait dans du poisson ou bien dans de la bière, non, ce ne sera pas notre élite. On ne verra cette élite-là que lorsqu'on a des échéances politiques. On ne verra cette élite-là que lorsque le parti pour lequel avec lequel il fonctionne a besoin de quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu justement à Saint-Mélima. Ces élites-là, ou bien quelques autres ressortissants, notamment le week-end avec Jacques Famendongo, qui est allé... tout près de là, avec la tenue du parti. On ne peut pas dire qu'on a eu une élite qui est venue dans le village pour voir comment ça allait. Non, on a vu des gens qui sont venus en campagne, qui ont profité d'une occasion. Au Cameroun, on n'a pas d'élite. Parce que dans mon village, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau. À Kekem, on a des élites, mais on n'a pas d'électricité, on a des routes qui sont cassées, on n'a pas d'élite un peu partout au Cameroun parce que ces gens-là ne font que la politique. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Donc, si le risque même d'avoir une élite sociale, c'est qu'elle soit corrompue. Oui, après on va les coopter. Dans un premier temps, on va dire la population a besoin de ceci, mais après, ils vont finir comme tout le reste. D'accord. Karine. Par rapport au concept d'élitisme, on va dire qu'à la base, une élite est quelqu'un qui a reçu l'onction de la population, de sa population pour la représenter.
généralement, ça c'est pour parler en sa faveur, ou alors, soit c'est pour la représenter dans les échéances. Mais ce qui est quand même remarquable avec le Cameroun, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que les élites ne représentent que des ethnies, les tribus et autres. Et même là encore, c'est compréhensible si seulement ces élites-là parvenaient à mener du développement dans ces localités-là. Il y en a tellement. Et si vous voyez une élite dans un village où il n'y a pas d'électricité et que chez lui il y a le groupe, ça veut dire que quelque part, il nargue même la population. Dans notre pays, quand même, on a aussi réussi le fait de catégoriser ces élites-là. N'oubliez qu'à la base même, c'est une classe qui est créée pour gérer. C'est au moins 5%, maximum 5% de la population qui décide pour vous, qui gère des choses pour vous, mais les choses pour lesquelles vous ne profitez pas. Vous voyez des lits dans un village où la route commence bien en ville, arrive chez lui et s'arrête, ça ne continue pas. Ça, c'est une élite. Et c'est une élite qui est plébiscitée par tout le monde, que tout le monde cite comme appartenant à ce lieu-là. Et vous voyez parfois, il y a des élites où il y a des élites qui sont souvent administratives, chauffeuriennes. Donc, on a transformé tout et c'est devenu que tout le monde même s'autoproclame élite. D'accord. Alors, Chalamel, ce qui est quand même remarquable hein, dans ce qu'on dit ce matin, c'est les dérives auxquelles on assiste. Monsieur Eric Fopoussi, je vais épouser la même pensée que Mbombok en disant, si vous posez la question concernant faut-il protéger ou tuer l'élite, je dirais il faut tuer l'élite. L'élite, quel que soit son bord, les élites sont des truands. Absolument. Les élites sont des truands. Ça, permettez-moi de préciser, truand, T-R-U-A-N-D, monsieur Eric Fopoussi. C'est même des bandits en col blanc. Les meilleures terres, c'est les élites. Les meilleures maisons, monsieur Eric Fopoussi, c'est les élites. Vous allez dans plusieurs villages, vous allez vous rendre compte que les populations natives des coins n'ont plus de terre pour faire l'agriculture parce que ça a été acheté pour les élites. Ce sont eux qui sont introduits dans les meilleurs cercles, monsieur Eric Fopoussi. Ce sont eux qui décident qui sera président du comité de développement, qui sera maire, qui sera député, qui va faire ci ou qui va faire ça. Ce sont eux qui tiennent, monsieur Eric Fopoussi. Ils tiennent toutes les associations du regroupement des ressortissants ou des communautaires. Le Cameroun compte plus d'un million d'associations. On n'allait quand même pas empêcher les gens de réussir. C'est une réussite ça, monsieur Eric Fopoussi? Justement, c'est pas une réussite. C'est une réussite ça? C'est une bourgeoisie comprador. Monsieur Eric Fopoussi, vous fouillez. Vous fouillez sur 100 associations d'un village. Allez vous rendre compte, ce sont eux qui sont présidents d'honneur, membres honoraires, membres titulaires de, ce sont grands contributeurs, ce sont eux qui ils s'arrangent les meilleures places. Ils vont jusqu'à choisir qui va être chef de village. Et c'est là aujourd'hui aux populations qui nous regardent que vous êtes tombés dans le panneau. Regardez les installations des chefs traditionnels à l'Ouest Cameroun. Ces 10 derniers mois. Allez voir ce qui se passe, monsieur le Fopoussi, c'est l'élite. Qui tue les villages, c'est les élites. Vous voyez quelqu'un, son père était esclave. Son père était un tinda. C'est lui aujourd'hui, parce qu'il a un peu d'argent, qui vient dire aux notables qui on va installer comme chef. Allez vous rendre compte, vous allez découvrir, monsieur le Fopoussi, que la majeure partie des chefs aujourd'hui dans les villages étaient les gars qui travaillaient dans les entreprises de ces élites dites économiques. Ah oui! C'est lui qui arrive et qui dit, bon, je mets 20 millions pour l'installation, mais c'est elle qu'on prend comme chef. Voilà là où l'élite est en train de tuer et a considérablement tué. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont acheté la chefferie traditionnelle. Voilà des élites qui sont fatigués d'être élites, ils viennent acheter la chefferie traditionnelle. Vous avez des gens, des néo-notables. Moi, je les appelle des néo-notables, monsieur le Fopoussi. Des individus, vous ne savez d'où ils sortent. Ils n'ont rien en termes de suivi traditionnel, mais ils se retrouvent à venir présider certaines réunions sous le fallacieux prétexte qu'ils ont été à l'école. Non, monsieur le Fopoussi. Ils ont créé des expressions, porteurs de sac. Comment vous appelez, homme de main. Aujourd'hui, voilà l'homme de main de tel. C'est lui, si vous voulez passer, vous devez voir, c'est lui qui gère toutes les affaires des élites. Regardez tous les arrondissements, regardez la ville de Douala. Les élites ont appauvri les arrondissements, les départements et même les districts, monsieur le Fopoussi. On ne peut plus aujourd'hui dire, regardez quand il y a élection présidentielle, le comité central établit la fiche des individus par région, ce qu'on appelle les élites intérieures par région. On les a vu, ce qu'on n'avait jamais vu à l'époque d'Haïtio, monsieur le Fopoussi. On a vu à l'époque d'Haïtio des individus qui sont de l'Ouest
aller battre campagne au nord. On a vu des individus qui sont du nord aller battre campagne à l'ouest et avoir des résultats. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On vous parle d'une élite prévaricatrice, une élite qui passe plus de temps à détruire qu'à organiser. Montrez-moi, parmi elles, ce sont des retraités. Vous avez des individus qui ont servi l'administration. Ils sont fatigués, mais ils rentrent discuter des postes de maire. Ils rentrent discuter à quel moment la jeunesse aura-t-elle sa place. C'est l'élite qu'il faut tuer. Alors, on va lire quelques messages, Karine, rapidement. En termes de messages, l'élite émane aujourd'hui essentiellement de l'autonomie financière. Ça, c'est Zaché Siara qui a écrit ce matin. Voilà un autre message. Je pense que c'est dans l'optique d'endormir le peuple pour arriver à leur fin négativiste que les élites font semblant d'aider les populations. Ceci dit, nous savons qu'on ne fait rien pour rien selon la mentalité humaine. Merlin de Beaumonon. D'accord. Je suis dans le département du chef de l'État, mais la jeunesse est délaissée à elle-même. Mais on a des soi-disant élites milliardaires qui sont là tout le temps à parler des projets structurants des jeunes, mais en vain. On pouvait tuer toutes ces élites-là. Si on pouvait tuer toutes ces élites-là, comme le dit l'ancien du panel, ce serait mieux. Donc, tuer c'est au sens figuré, pas au sens figuré. Parce que c'est des gens qui ont tué la classe moyenne, monsieur Eric Fopoussi. Vous vous rendez compte qu'un médecin, un professeur ne peut pas ouvrir la bouche, il ne peut pas ouvrir la bouche des gars de la classe moyenne. On a tué littéralement la classe moyenne au profit d'une élite. Vous avez des individus parce qu'il a eu l'argent. Je vous assure, il n'est pas capable de vous aligner une phrase complète. Je dis une phrase complète. Mais il se retrouve là, monsieur Eric Fopoussi, à être maire. Vous avez des maires dans certaines régions, on peut les citer ici, dans certaines zones, qui ne parviennent pas à écrire leur nom. Qui ne parviennent pas à écrire leur nom. Mais parce qu'il a un peu d'argent, il se fait élire. Conséquence, vous avez une zone qui ne bouge pas. Vous avez une zone qui ne bouge pas parce qu'il ne comprend rien à cela. C'est important aujourd'hui que les populations comprennent que ces élites, c'est des truands. Ne vous contentez pas de les voir arriver dans vos villages, d'arriver comme on le voit faire ici à quoi. L'élite de Yaoundé, ils débarquent, ils viennent à Ambaï, ils mettent 100 000, ils demandent de boire. C'est de la madoie, c'est des truands. Non, on appelle ça, Charles Lamère, je vous coupe, excuse-moi, l'inceste politique. Donc, oui, c'est-à-dire que ce sont vos propres frères et sœurs qui viennent vous berner en politique. D'accord. C'est ça, l'inceste politique. Voilà. Et vous savez bien que l'inceste est condamnable. En tout cas, on va également saluer ceux qui réussissent normalement, hein, ceux qui gravissent échelle par échelle, marche après marche, l'escalier social. L'ascenseur social. Oui, on n'est pas contre les leaders sociaux. Nous sommes contre les élites parce que sa vocation est prévaricatrice. Capri. Oui. Non, c'est différent des leaders sociaux. Parce qu'après, il faut bien comprendre. Monsieur Eric Fopoussi, allons dans des zones. Tous les jeunes qui ont osé porter leur candidature, qui vont à la mairie, comme conseiller, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On a tué leur carrière, monsieur Eric Fopoussi. On a tué leur carrière et on a le courage de le dire. Aujourd'hui, les jeunes ne rêvent pas parce que cette élite prévaricatrice a tué. Pour revenir, la première promotion des ingénieurs formés à l'université de Douala, il y avait une bonne branchette, je pense en 5, qui ont été ingénieux, transformer le déchet plastique en pavé. Est-ce qu'on les a mis où? Voilà. Vous vous dites donc, même les élites que vous dites là, ils ont réussi normalement. Est-ce qu'on a encadré ces jeunes? Tout le monde vous parle de la protection de l'environnement, de ceci, le plastique, biodégradable, bio ceci, bio cela. Vous avez 5 bonhommes, ils viennent de soutenir avec brio. Diplôme d'ingénieur, ils sont au chômage. D'accord, on va clairement rester, on va s'arrêter là pour cette thématique. Tout en restant tout à fait vigilant sur ce qui pourrait être dit et fait par les uns et les autres à partir de leur piédestal et à partir de ce qu'eux ils imaginent comme fonctionnement de notre société. On va, avec vous Karine Sontia, rentrer dans la revue des réseaux sociaux. Oui, monsieur Fopoussi, des informations tristes. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on commence par la tête d'un individu retrouvé hier dans la ville de Bamenda. C'est au carrefour Nkeng. La carte d'identité était déposée juste tout près. Et c'est hier, dans l'après-midi, qu'on a découvert ce cadavre-là. Il s'agit d'une personne âgée de 37 ans. Non, d'une personne, le nommé Paul Wana, si je ne me trompe pas.
Donc voilà l'information qui est très triste. Depuis hier sur la toile, beaucoup de personnes partagent. Alors moi j'aime pas votre façon de dire ça. Hein. C'est pas un individu, c'est un policier. C'est quelqu'un de Un respectable. policier, C'est quelqu'un qui a... Qui est identifié. voilà. Qui défend le drapeau. Voilà, qui défend le drapeau. C'est terrible parce que on arrive dans un pays où on se pose beaucoup de questions au Bengale alors qu'on sort là d'un grand dialogue national. On repart très vite avec de la violence. Et je l'avais dit ici, beaucoup ont dit, ah oui, je vous ai dit, M. Fopossi, c'est un pas que nous avons marqué à Yaoundé, c'est vrai, mais ça n'avait rien à voir avec la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que les gens le débat de Yaoundé ne concernait pas les handicapés, les Bayam Selam, ne concernait pas le développement à Douala, à Yaoundé, n'importe où. C'était la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ça commence par le premier point. Tout le monde est d'accord là-dessus. Comment faire taire les armes d'abord? Que les prêtres qui ont pris les armes contre la République, qui sont-ils? Comment pouvons-nous les amener à taire les armes? C'est ça le premier point. C'est pour ça que nous l'avons dit encore la semaine dernière. Même l'Union européenne et les États-Unis ont dit il faut refaire ce dialogue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça rentre dans ce qu'on appelait dans le concept d'élite qu'a développé Charles Amenbachou tout à l'heure. Nous avons les élites qui n'ont aucune, c'est d'ailleurs votre expression, qui ont une proximité aérienne avec le peuple. Maintenant, ils commencent à vous dire, non, parce que Mbombok avait pris les armes à côté de Woum, il s'est rallié. Non, si Mbombok n'était pas le chef de gang là-bas et tout. Maintenant, Mbombok qui a déposé les armes, est-ce qu'on a pris l'engagement de ramener les autres pour déposer les armes? Voilà le premier point. On ne peut pas le juguler. Aujourd'hui, nous avons un brillant élément de force de maintien de l'ordre, comme Koublapet et où à Bamenda, la place publique. C'est très gênant. C'est très gênant et on vous dit, oui, le grand dialogue a eu lieu. C'est bien que les Camerounais ont commencé à se parler, mais ce n'est qu'un pas. Et c'est le premier, ce n'est qu'un pas. Donc, allons résoudre la crise qui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, on verra les problèmes de développement à l'extrême nord. La fille est née du renouveau. Plus tard, ce sont d'abord les armes. Mais voilà le statut spécial du littoral, ou la région du Noun, ou de Grand Sanaga, ou de tout ce que vous voulez. Faisons taire les armes, c'est ça la priorité des priorités. D'accord. Alors, Chalamel, on doit condamner ça. Absolument. Je veux dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, au nom... On n'a même pas encore fini de pleurer la gardienne des prisons qu'on nous sert encore un triste événement comme celui-ci. Ça recommence de plus belle. De quoi il s'agit? C'est la violence qui produit la violence, c'est la multiplication. Qu'est-ce qui se passe réellement? Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que vous avez parlé juste de ce policier, cet inspecteur qui a perdu la vie. J'ai bien envie d'observer une minute de silence pour ces militaires qui, allant défendre la nation, ont perdu la vie dans un accident pas très loin de Bouniébel. J'ai envie de penser à ces éléments du BI qui ont été sauvagement tués, eux aussi, et donc beaucoup ont été blessés, monsieur Eric Fopoussi, et je pense à tous ceux-là qui sont tués, dont les images ne parviennent pas sur Facebook, ces forces de défense et ceux qui le font. Une fois qu'on l'a dit, monsieur Eric Fopoussi, on se retrouve dans cette situation à dire que, à un moment donné, lorsque vous avez fait la guerre, vous bagarrez. Lorsque vous bagarrez avec quelqu'un, après 3 minutes ou 4 minutes de bagarre, monsieur Eric Fopoussi, vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé. Si on n'est pas arrivé à ceci que il y a un camp qui s'essouffle, si on n'est pas arrivé à ceci qu'il y a un camp qui lève le drapeau blanc, ça veut dire, monsieur Eric Fopoussi, qu'on n'a pas encore soulevé les bonnes questions. Et c'est là où on se tue à dire que ce grand dialogue national n'a été que le début. Vous vous rendez compte, monsieur Eric Fopoussi, tous les commentaires qui accompagnent, j'ai eu l'occasion de voir tous les commentaires qui accompagnent ce qui est dit en dessous. On est arrivé à un niveau, et ça, il faut que les gens, ceux qui nous regardent, suivent. On est arrivé à un niveau où on banalise la mort. Premier point. Et dans les pays qui se préparent à verser dans ce qu'on appelle le désordre, c'est ça. On commence à banaliser la mort. Absolument. Où ça ne dit plus rien à personne. Les gens passent. Oui. On décapite les gens. On décapite les gens. On a banalisé. Oui, absolument. On est arrivé déjà à ceci. On banalise la mort sociale. Ça ne dit plus rien.
On a un ministère des Affaires sociales qui ne peut pas s'élever. On a un ministère de la promotion de la femme, de la famille qui ne peut pas ouvrir la bouche. On ne sait pas pourquoi. Ils se retrouvent là fermés. On a des populations, des enfants qui, en sortant pour aller à l'école, retrouvent des cadavres qui jonchent les rues un peu partout. On a des populations qui font le marché avec comment vous appelez, des corps en état de putréfaction qui sont abandonnés. Voilà ce que les gens vivent dans cette zone. Qui veut instaurer la terreur dans certains pays, M. Nifopoussi? On a commencé par détecter, localiser, interpeller, auditionner et incarcérer ceux qui alimentent l'économie de la guerre. Ils sont nombreux. Ça produit de l'argent, M. Eric Fopoussi. Il y a des gens qui reçoivent des centaines de millions le mois pour pouvoir subvenir à X ou subvenir à Y. Est-ce que des enquêtes sont faites? Est-ce que l'argent qui est décaissé sert essentiellement à ce qui devrait être fait? Quelles sont les méthodes? Parce que là, à ce niveau, M. Eric Fopoussi, c'est grave. C'est grave parce que, je vous prends le cas de Boya. Les gens ont peur. Les gens ne sortent pas. Depuis le dialogue national, on se disait que les choses devaient un peu baisser. La tension devait baisser. Avec la décapitation de la mutilation de cette gardienne de prison. On n'a rien fait jusqu'à ce jour. On dit qu'ils ont été interpellés, à qui ont-ils été livrés. La population n'est pas rassurée. La population a besoin d'être rassurée. Avec déjà un inspecteur de police dont on décapite, vous irez dire aux populations de laisser dans la ville. Chacun va vouloir fuir en disant, si ça prend même les forces de maintien de l'ordre, combien de fois non? Mais ce qui se passe là, c'est grave hein, pour ceux qui le regardent ce matin, parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans cette situation, on se demande est-ce que on doit continuer comme ça? Est-ce qu'on doit maintenir le statu quo ou faut-il redoubler d'efforts dans la violence pour beaucoup mieux mater ces activistes, ces Zamba Boys, ou simplement aller au chemin inverse, densifier le dialogue et faire en sorte qu'on discute? Parce que combien de morts va-t-il falloir pour qu'on se bouge réellement dans ce pays et qu'on résolve cette situation une fois pour toutes? Parce qu'on va continuer comme ça et nous sommes déjà à l'état des pays qu'on a parfois ici charriés en disant que non, c'est des pays des barbares, c'est des pays des gens à l'époque. On se rappelle de la Sierra Leone, on se rappelle du Libéria, de ces pays-là qui ont connu aussi ces actes de barbarie. On les voyait, nous les Camerounais, on les prenait un peu de haut en estimant que ce n'étaient pas des humains, qu'ils étaient peut-être sous-humanisés. Mais aujourd'hui, on a clairement atteint ce niveau-là. On ne s'en rend pas compte, mais on est en train de basculer vers le côté obscur de l'univers. C'est clair que c'est ça qui se passe maintenant. Dominique Audrey. J'estime que d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté des Zamba Boys ou bien de la police, on ne doit plus avoir de morts. Moi, je me serais attendu à ce que M. Biya, après avoir reçu les différentes recommandations, après le dialogue national, qu'on ait implémenté ces mesures-là illico presto, parce qu'il y a des gens qui continuent à se battre. Si on renforce, ou bien si on renforce les effectifs pour que la guerre continue, rassurez-vous, M. Fopoussi, on a des risques même que nous-mêmes ici, on soit touchés. Toute la population peut être décimée, mais comment est-ce qu'on va faire? J'ai entendu des gens dire que jamais il n'est pas question qu'on redialogue, on n'a pas d'ordre à recevoir, machin, mais on va donc faire comment? Si on ne redialogue pas avec les personnes avec lesquelles on risque tous de mourir. Et ce n'est pas ça le but recherché. Le gouvernement estime que l'armée ne peut pas déposer les armes. En face, on ne peut pas déposer les armes. Moi, j'ai envie de me rappeler d'une histoire dans la Bible où il y avait deux mères qui discutaient un enfant. Et il y a une qui a persisté. On a dit, OK, comme c'est votre enfant, on va vous donner chacune une part. Et la vraie mère de l'enfant a dit que non, c'est bon, donnez-lui l'enfant. Est-ce que ce sera un aveu d'échec si du côté du gouvernement on dit que, OK, on arrête de tirer et que vous revenez, donc on parle, on ne tire plus. Hein, là. Exemple Nous poussons pour mourir. Votre exemple de la Bible là est très... Oui, c'est juste que je ne me rappelle pas. Oui, mais à un moment, il va falloir qu'on prenne... Ce n'est pas un aveu d'échec, ce n'est pas réducteur qu'on décide d'arrêter de tirer. Arrêtez de tirer et partez de là. Au moins, on ne vous tuera pas. Partez de là, revenez à Yaoundé. Et maintenant, on va essayer de faire les... Permettez-moi d'insister sur votre exemple. Non, c'est bon. Parce que la vraie mère de l'enfant a dit que non. C'est bon. C'est mon enfant. Oui, vas-y. Bon, au lieu il meurt. Qu'il meure là, mieux l'autre personne gagne l'enfant. Oui. Moi, au moins, je sais que mon enfant est à vie, je suis contente. Oui. Voilà une attitude qu'on pourrait avoir.
Maintenant, il faut bien savoir qui est la vraie mère de l'enfant. Alors, alors, Karine, on va continuer, on va avancer. Oui, le deuxième sujet, on parle ce matin d'une image de Delphine Tsanga Togo, qu'on a retrouvée sur Internet. Les internautes ont pris cette image-là dans un reportage à la chaîne nationale et ont décidé de mettre cette image sur la toile. On montrait une maman très âgée assise sur un fauteuil roulant. Elle a été nommée au conseil électoral et là... Conseil électoral. Conseil, oui. Conseil électoral d'Elekam. Conseil électoral d'Elekam. Oui, et depuis la toile s'insurge, beaucoup de personnes pensent que ce n'était plus à elle d'accepter ce genre de poste, qu'elle est déjà âgée, elle devrait se reposer, raconter l'histoire du Cameroun. Vu que c'est depuis 1960 qu'elle est rentrée au Cameroun et qu'elle a commencé à travailler pour le Cameroun, et certains internautes estiment qu'elle devrait en principe être comptée dans les annales de l'histoire du Cameroun. Oui, il faut dire qu'à l'ECAM, il y a deux organes. Il y a le conseil électoral qui est présidé par Eno Abrams Egbe et bien sûr la direction générale par mon homonyme Eric Essoussé, docteur Eric Essoussé. Donc il faut le dire parce que c'est intéressant de voir quel est le rôle de ce conseil électoral-là qui agit un tout petit peu en groupe. Donc là, ils prêtaient serment au Conseil constitutionnel puisque tout récemment, il y a eu un renouvellement de leur mandat. Alors, bon, Bengan, la polémique qui est née autour de cette affaire, vous la comprenez? Oui, et elle est justifiée. Oui. D'abord, c'est l'organe qui vous dit pour que vous soyez candidat à être conseiller municipal, à un poste électif, vous devez jouir de toutes vos capacités physiques, intellectuelles et tout ce que ça veut dire. Et c'est elle qui est appelée à juger de la recevabilité, voilà, à délibérer, oui. Recevabilité des candidats. Et elle est dans quel état? Elle est dans quel état? Donc, c'est vraiment, c'est pas une polémique, c'est une clameur sociale. C'est pas une polémique, c'est une clameur sociale. Il faudrait qu'on lui donne de récompense due à son rang. J'ai vu quelqu'un qui a pris l'exemple de Abdelaziz Bouteflika qui a géré l'Algérie en chaise fauteuil roulant. Pas lui qui oui, mais là-bas, c'est les institutions. Les institutions qui sont fortes. Les institutions. Et quand il y a eu clameur sociale, il a dit « je ne vais plus ». Parce que là-bas... on l'a contraint. Contraint, oui. Mais parce que là-bas, on s'est appliqué la devise. La devise de l'Algérie, c'est quoi? Pourquoi vous n'appliquez pas la vôtre? La devise de l'Algérie, c'est « révolution par le peuple, pour le peuple ». Que ça ne va pas. Là-bas, ça ne va pas. Vous voyez, bon, l'Algérie n'a pas de président depuis un moment, mais l'Algérie marche, fonctionne. Alors que nous... Bon, il y a un président par intérim. Ah, voilà, mais on est fait... Ben Salah, après, et un chef d'état-major, Gaïd voilà. Gaïd Salah, qui semble avoir tous les pouvoirs. Vous avez raison. Oui, tout à fait. Donc là-bas, c'est les institutions qu'on consolide, ce n'est pas les personnes. Les personnes passent. Mais ça me rappelle 2002. Quel virus avait piqué le président Paul Biya à aller rappeler M. Eno Kwayep, qui était sensiblement dans les mêmes dispositions que Mme Delphine Tsanga. Bon, peut-être parce que c'est les gars à l'ONEL, voilà, l'Observatoire national des élections à l'époque. Oui. Non, mais je me rappelle également qu'ici en février 1975 à Douala, 3e congrès de l'Union nationale camerounaise, Paul Biya est venu avec une proposition de résolution qui disait que le président de la République ne peut plus être président du parti. Sa première contradictrice était Delphine Tsanga, qui était présidente des femmes de l'Union nationale camerounaise. Il lui a dit, les femmes de l'Union nationale apportent leur soutien indéfectible au président Amadou Ahidjo, qui doit assumer les deux fonctions. Deuxième contradicteur, c'était Robert Mbela-Mbappé, qui était chancelier à l'université de Yaoundé, qui dit, l'intelligentsia camerounaise soutient le guide éclairé. Bon, vous voyez... Qui à l'époque était à Ahidjo. Hein? Et à l'époque était à Ahidjo. Bon, je comprends donc. Et quelques 4 mois plus tard, le président Biya, qui était à l'époque ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est nommé Premier ministre en charge de l'économie. Donc, et avait maintenu Delphine Tsanga. Alors qu'il vient de dégrader. Voilà. Donc, en réalité, c'est comme disait monsieur, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on comprenne le concept d'élite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui règle la musique quelque part et positionne et on reste toujours là, élite, on garde l'élite,
Mais c'est pour rendre plus pauvres, plus inactifs les populations, les masses La masse. populaires. Bon, qu'est-ce qu'on peut expliquer au-delà de ce que vous venez de dire, ça? C'est une volonté de lui permettre de continuer à bénéficier des subsides de l'État, de l'argent de l'État, ou quoi? Parce que moi, je veux bien comprendre, c'est qui motive ces gens-là. Il y a deux. S'il voulait continuer à obtenir le soutien, on aurait fait d'elle ambassadeur itinérant. Parce que quand on vous nomme ambassadeur itinérant, c'est à vie. Et on vous donne tous les subsides. Maintenant, dans le livre que je vous ai cité tout à l'heure, Why Nation Fall, l'explication c'est quoi? La faillite des nations, les origines de la puissance, de la prospérité et de la pauvreté. Donc, quand une nation, les dirigeants d'une nation décident de rendre la nation pauvre, on commence donc à oublier certaines orientations, j'allais dire, qui ont fondé ce peuple-là. Nous, c'est le consensus en Afrique. Parce que les gens vous ont dit, ah oui, même les États-Unis ont réglé la sécession chez eux par les armes. Nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. Donc chez nous, quand quelqu'un atteint un certain âge, devient patriarche ou matriarche, on te garde, on te dope, on ne te fait plus travailler. Ok, d'accord. Alors, Chanabel, beaucoup ont estimé que le président Paul Biya n'a pas un cahier d'adresse très élargi. Ça veut dire que lorsqu'il veut nommer les gens, forcément, il nomme ceux qu'il connaît. Et ceux qu'il connaît sont forcément ceux qui sont autour de son âge, en réalité. Monsieur, il faut aussi, on vit, on mange, on boit et on meurt ensemble. Regardez. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas formé les jeunes alors. Regardez. Non, mais c'est ce que je disais. On n'a pas formé de jeunes. Monsieur, il faut aussi. Quelle est la promptitude avec laquelle une maman de 83 ans va bondir de son siège pour dire stop, arrêtez? Non, je veux dire que lorsqu'on la nomme, on a la certitude qu'elle ne peut pas trahir ce pour qu'on l'a nommée. Monsieur, il faut pousser. Oui, ça veut dire qu'on sait qu'elle va valider tout ce qui sera pris comme résolution au Conseil électoral. Tromper même le peuple, comme on l'a fait avec le directeur de l'ENAM. Mentez même qu'il a 32 ans. Dites même qu'il a 28 ans, on va accepter. Même si vous mettez un jeune là. Mettez un jeune là. Et mettez un jeune là. Même monsieur Eric Fopou, si vous venez lui dire qu'on t'a nommé, demandez-lui de dire oh yeah, comme moi je vais dire là. Je lui dis oh yeah. Elle peut pas. Elle va même lever le bras est un problème. À 83 ans, le cerveau est atteint, monsieur, il faut possible. À 83 ans, on est fatigué. À 83 ans, elle ne joue plus, monsieur, il faut possible. Regardez, qu'on revienne sur l'image. Elle est là comme quelqu'un qui a apeuré. Regardez, elle va lire les rapports qu'on va adresser au Conseil constitutionnel là, et apporter des amendements nécessaires. Quand même. À 83 ans, on n'entend même plus bien. On n'entend même plus bien. Et on a des difficultés. On des phrases parfois décousues. À 70, 75 ans, il y a ce qu'on appelle le sommeil promptu. Vous causez avec quelqu'un qui a 75, 70 ans, vous le devez dormir. Après, c'est ça, oui, tu disais. C'est ça, à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? Je pense que M. Il faut aussi, pour ceux même qui ont suivi Paul Eric King hier, il a dit sur La Vérité en face, il a dit des choses essentielles. Il y a un moment où M. Il faut penser, dire qu'on se repose. Elle a tout atteint. Je lui reconnais et je lui rends un vibrant hommage ici pour ce qu'elle a donné pour le Cameroun et pour l'Afrique noire. Mais ici, c'est moi qui me rappelle, je ne sais plus qui avait dit, mieux vaudrait savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ici, elle devrait quitter. Tout ce qu'ils recherchent là, ce n'est plus l'argent. Ils ont déjà l'argent. Ce n'est plus l'argent. Les honneurs de la mort. Ce n'est pas ça, c'est les honneurs de la mort. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça qu'on dit. Les obsèques officielles le jour où vous n'êtes plus là. C'est les honneurs de la mort, c'est tout. Parce que si elle n'est pas là, elle n'en aura pas. Je ne sais pas. Bon, ce n'est plus l'argent. Je pose la question. Ce n'est plus l'argent, c'est les honneurs. C'est les honneurs. Vous avez dans ce gouvernement des gens qui sont hospitalisés. Vous avez dans ce gouvernement des gens qui sont hospitalisés, qui sont couchés depuis, ils ne réagissent même plus. Mais on ne les remplace pas. Les places restent vacantes. C'est l'honneur de la mort. On dit, c'est comme ça qu'on dit chez nous les Bantous. C'est l'honneur de la mort. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là ont signé des pactes. Moi, j'ai l'impression que ils se sont dit que bon, on va gérer la fête. Monsieur Fopo-Sinegou, nous qui avons prêté serment devant les ancêtres, c'est des pactes, mais des pactes nobles. À un moment, on ne sait pas, je transmets à mes enfants. C'est tout. Même si je suis vivant, je dis, je ne peux plus
voilà tel fils, voilà. Maintenant, pourquoi vous voyez Même ça, lorsque je ne veux pas, je vais les dire à enfants, Charles Hamel qui était mon ami, si je ne suis pas là demain, ce sera tel. Donc, on transmet. C'est ça l'Afrique. On apprend à transmettre. On ne laisse pas ces enfants commencer à prendre les machettes après vous. Je vous ai dit que le jugement d'hérédité commence lorsque le premier fils marie. On lui dit, si je ne suis pas là demain, ton frère va construire là, va faire ses champs là-bas, l'autre là. Mais bon, Vous attendez que papa meure pour sortir la machette, vous commencez, ça se prépare. Le Maroc nous a parlé lors des obsèques de Jacques Chirac. Voilà. Le roi étant empêché, il a envoyé son fils de 16 ans. Mais vous voyez ça faire, tout le monde a dit, mais non, est-ce que c'est... Mais vous avez vu la tenue. La Coupe des Nations de que le Cameroun gagne en 88 au Maroc. C'est Mohamed VI qui n'était pas encore le roi. Son papa qui est venu remettre. Ambou Emile qui a dit remettez à Roger Mila. Papa Hassan II. Voilà. Alors, moi j'ai envie de... Donc, Delphine, tu aurais pu dire, Paul, vraiment merci, mais j'ai ma fille là. Comme il faut une fille, je pense que... Après, ça ne pose pas aussi l'autre question, le problème de cette succession dynastique dans des postes régaliens de l'État. Après, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit clair dans ces choses. Nous sommes partis du fait que c'est un clan qui est dans toutes les tribus du Cameroun. Si on voudrait que c'est ça, il y a les roses anglais, il y a les tel, il y en a beaucoup. Oui, mais sauf que on peut accepter que les gens s'établissent en clan pour faire même passer. Justement, mais puisqu'ils sont là, on veut un peu les aider dans leur clan en disant que quand tu arrives, prends aussi quelqu'un, ta fille de ton clan, tu mets là. Même si Mbombo va déranger, la fille de Mbombo viendra déranger. Il va dire que non, là, l'autre, là, on enlève. Que la loi, si c'est pas bon. Mais prends alors la fille de ton clan, tu mets là. D'ailleurs, il faut rappeler que ce conseil électoral là, d'ailleurs, le président a fait le choix des personnalités qu'on dit neutres en réalité, mais d'autres pays, par exemple la CEI en Côte d'Ivoire, a dans son conseil électoral des membres désignés. Il y a un nombre précis pour les partis d'opposition qui proposent leur part, et un nombre précis pour la société civile qui propose leur part. Mais le Cameroun a fait le choix de nommer des personnalités neutres. Maintenant, c'est le président seul qui sait ce qu'il met dans neutre. En réalité. Dominique Audrey, sur cette image. Oui, j'aimerais dire que malheureusement, Delphine Changa, à 83 ans, n'est plus forte. Parce qu'à côté, il y en a de 86 qui sont encore sur leurs jambes et qui font tout. Pour avoir vécu avec des vieux, on sait qu'à cet âge-là, on a de la peine à marcher. On a des problèmes de rétention. On s'urine dessus. On a des problèmes, on a des courbatures, on n'arrive même pas à manger. On a même des envies suicidaires parfois. Mais moi, je me dis, est-ce que cette femme a la possibilité de démissionner? Je ne pense pas. Parce que jusqu'ici, on a vu quelques personnes qui ont dit « Moi, je n'ai plus l'âge de faire telle chose » et on a vu qu'ils ont eu quelque soit des représailles. Elle a atteint l'âge où on n'a plus peur de dire tout haut ce qu'on pense. Peut-être, ça c'est ce que vous pensez. Vous avez une dame de fer qui pouvait être là-bas comme Esther Ndam. Voilà une femme qui a réussi à dire tout haut ce qu'elle pensait. On pouvait installer là-bas Esther Ndam. Oui, on n'a justement pas besoin, on n'a pas besoin de gens comme ça. Cette femme, je pense qu'elle ne peut pas démissionner parce que justement, elle a eu le temps de se reproduire dans ce qu'on appelle notre gouvernement. Et ne pas être là aujourd'hui ou bien parler aujourd'hui, mais à mal toutes ces personnes-là. Donc elle est là, c'est à la vie, à la mort. Vous avez raison, parce qu'après, vous allez voir... J'imagine qu'elle a des enfants. Ouais. J'imagine qu'elle a des... Même des petits-enfants, des arrières. Voilà. Et j'imagine qu'elle souhaite que ces enfants-là fassent long feu dans l'administration Cameroun. Et elle avait donc la possibilité de les placer maintenant. Ils sont déjà placés. Elle est là, elle protège ça. Si, mais là, elle fait son acte de rébellion. Et on peut commencer à sortir les dossiers. Oui, non, mais vous savez, dans ce pays... J'ai vu des gens qui ont... Elles sont nombreuses. Elle a ses jeunes soeurs, les Yao Aïssatou et tout ça. Elles sont là, elles devraient se reposer. Non, mais elle a assez dit depuis... Mais je dis, oui, Yao Aïssatou a atteint. Elle est déjà une maman. Elle a condition féminine, elle a tout donné, monsieur Eric Fopoussi. Si c'est un temps où on va se reposer. On devrait se reposer, monsieur Eric. Il y a une autre dame là que je vois plus trop, Catherine Bakambokele. Elle a la réserve de la République. D'accord.
Elle peut revenir. Elle arrive. Ok. Mais c'est elle qu'on a dit qu'elle était partie. Elle est là, elle est à Yaoundé. Les mauvaises langues ont dit Vous qu'elle savez, est- je pense que Les mauvaises on Elle est là, devrait, elle Monsieur est là. Fopousi, si vous permettez en quelques secondes, c'est justement dans ces situations-là qu'on devrait même avoir comme leitmotiv La relève. non, de l'Algérie, là, leur devise. La devise. Oui, parce que ces situations ne peuvent que pousser des gens à la révolte. Quelqu'un qui ne peut pas, je ne sais même pas si elle a même la force de signer. Je ne sais même pas si elle voit même va encore signer. normalement. D'accord. Et vous, Alors, on va terminer cette revue, Karine. Oui, on termine avec la catastrophe des ECA. Ça fait exactement 3 ans que beaucoup de personnes ont perdu la vie sur cet axe-là. Et un souvenir douloureux tant pour les familles des victimes que pour les Camerounais en général. Et aujourd'hui, on parle encore de ces victimes-là qui peinent à retrouver le sourire. Juste un mot chacun hein, sur cette affaire. Bon, Bénin, je commence par vous. D'abord, la concession de la régie Fercam a été signée le 1er avril 1999, donc c'est un poisson d'avril. Ça veut dire que dans l'orientation gouvernementale qui disait qu'on fait la concession pour l'amélioration des services, c'était donc un poisson d'avril. Donc le gouvernement nous a vendu là un poisson d'avril, donc tout était faux. Deuxième chose qui me justifie cette fausseté, ce poisson d'avril, apparemment c'est le groupe Comazar qui avait gagné. Mais comment se fait-il qu'avec Comazar, un autre groupe vient après? C'est vrai que Patrick Claes qui vient là, qui est DG, il représente bien Comazar, mais dans quelle alchimie on arrive? On est donc d'alchimie en alchimie, en oubliant, et Chalamel et moi on vous parle de ça ici. Toutes les familles du Cameroun ont perdu quelqu'un dans ce qu'on appelle les travaux du Ndjok. Ouais. Lorsque les Allemands ont commencé les chemins de fer au Cameroun, d'abord là où il y a eu accident, c'est le Ndjok. Le Ndjok. Le Ndjok, c'est les travaux forcés. C'est le Ndjok. Donc, puisqu'on n'a pas fait le deuil de ces gens que nous avons perdus à l'époque allemande dans les années 1800 jusqu'à 1911, ça ne va nous poursuivre. Ce qu'on a fait là, on continue donc à ajouter de douleur en douleur, de karma sur karma, et on en est là aujourd'hui. Bombo, pour renchérir ce que tu dis, il faut voir, Bombo, que depuis pratiquement 5 à 10 ans, vous allez vous rendre compte que tout le poteau, si vous prenez sur 3 km aux alentours de Boumyebel dans cet acte, c'est un endroit essentiellement accidentogène. Vous avez eu l'huile qui s'était versée, il y avait eu des accidents. Vous avez eu des camions qui se sont renversés, tuant des gens, des accidents dans toutes ces zones. Vous allez fouiller là-bas, ce n'est pas très loin du lieu où on a enterré Robin Oumniobé. Il faut laver ça, monsieur Eric Fopousi. Il faut laver. Et nous avons chez nous les Bantous, monsieur Eric Fopousi. Et une question, lorsque survient ce type de catastrophe, pourquoi la mort? Quelles sont les origines? Voilà. On interroge. A-t-on pris la peine, c'est pour ça que je l'ai mentionné, parce que maman dit de se poser les bonnes questions. Il y aura un autre, rassurez-vous. Ça ne s'arrêtera pas. Ok, Dominique Audrey. oui, pour moi, c'est un jour anniversaire qui est triste. Je me serais attendue comme... je le dis tous les jours ici, que même pour les martyrs ou bien les héros du Cameroun, qu'on ait des journées, mais qu'on ressente également qu'on a perdu des gens. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec le partage des 37 000. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas opportun d'en parler. Le nombre de disparus, on ne sait autant de choses. Le milliard de dividendes, Coco a dit qu'il a eu 32 000. Voilà, ça varie. Okay. Donc Il y a un monsieur qui jusqu'aujourd'hui... ne connaît pas la position, le gouvernement n'a jamais renseigné. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Est-ce qu'on a consolé les familles? On ne peut donc pas faire Et le dans ce deuil. gros tourbillon, vous savez que le cabinet Pierre Cerruti Pour est dire, actuellement oui. au cœur d'un gros tourbillon, accuse le cabinet SICA d'avoir plagié son rapport d'expertise sur cette affaire, et que voilà, les gens se sont basés sur un rapport incomplet de 19 pages qu'ils avaient fait de manière rapide à l'époque avec Philemon Yang, et ont rapidement établi 2 ou 3 choses là-dedans. Ils estiment qu'ils ont un rapport de 79 pages. Ils voudraient rencontrer le chef de l'État pour lui proposer. Et dans ce rapport-là, je peux vous dire qu'ils ne sont pas tendres avec l'entreprise concessionnaire. Bon, on va s'arrêter là, Karine, pour cette revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. On va tout de suite prendre interpellation. Hein. C'est l'élément qu'on va regarder dans un court instant. Et ensuite, commentaire sur le plateau.
On a beaucoup à faire dans ce pays. Vous voyez que nous n'avons pas de boulot dans ce pays. Nous avons des enfants comme ça qui ont des idées et il n'y a pas de boulot. Je pense que l'État doit faire quelque chose pour ces jeunes, pour cette jeunesse-là. Je pense que ces jeunes-là, c'est parce que quand ils regardent les aînés avec tous les diplômes qu'on a, on ne fait rien, ça ne les galvanise pas. Mais s'il faut donner un conseil à ces jeunes qui ne veulent pas acquérir des expériences, on peut seulement dire aux jeunes de ne pas laisser l'école. Il faut fréquenter, il faut chercher à avoir une expérience dans la vie. Parce que même s'il faille qu'on crée de l'emploi aujourd'hui et que vous n'avez pas d'expérience, vous ne seriez pas éligible. Voilà, bon, Bengen, commentaire. C'est ça le paradoxe. Vous êtes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Vous allez résoudre ça comment? C'est triste. Triste. C'est malheureux ce qui nous arrive. Tout est à construire dans tous les domaines, mais on dit aux jeunes il n'y a rien à faire. Même les ingénieurs chôment dans un état comme le nôtre. D'accord. C'est quand même embêtant. Alors, Constilamine est avec nous ce matin. Avec lui, on parle de Vombio Oméga 3, madame, messieurs. Et ensuite, on parlera d'autres choses avec lui. Ce matin, Constilamine, c'est le plus camerounais des Sénégalais, ça vous le savez. C'est un début de semaine Constilamine. On vous rejoint ce lundi 21 octobre 2019. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, bonjour à tous les téléspectateurs de cette fabuleuse émission 10-12 le Zénith. Alors ce matin, nous parlons bien entendu une fois de plus de votre complément alimentaire. Le Vombio Oméga 3, il faut le rappeler, est un complément alimentaire représenté et commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Ça fait exactement 2 ans que nous commercialisons ce complément alimentaire et depuis pratiquement 2 ans, ils sont nombreux qui de plus en plus ont retrouvé le sourire parce que le Vombio Oméga 3 est un complément alimentaire qui permet bien entendu d'améliorer notre santé. Et ce matin encore, je vais revenir sur les avantages liés à la consommation de ce complément alimentaire que voici, le Vombio Oméga 3. Il permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC. Le Vombio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations pour ceux qui ont des problèmes d'articulation. Le Vombio Oméga 3 est également un complément alimentaire qui permet de nous prévenir contre les AVC, mais également contre cette maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3 qui, je rappelle, est un complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Alors, parlons bien sûr du prix. Vous l'avez déjà vu à l'écran. Il est bel et bien de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et à l'intérieur, bien entendu, c'est une boîte entièrement scellée et c'est une gélule par jour pendant le repas. Donc, une boîte de 30 gélules vous fait pratiquement 1 mois de consommation. Et retenez qu'après une boîte, vous pouvez également continuer à prendre autant de boîtes que vous voulez parce qu'il est sans effet secondaire dans l'organisme. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ce complément alimentaire que voici, que vous retrouverez au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika au prix de 5 500 francs. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs, ce lait de toilette qui est en vente toujours au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Parlons bien sûr des modalités de livraison pour ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander que ce soit le Vombio Oméga 3 ou Vombio Lotion. Il vous suffira tout simplement d'appeler le concept Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche, c'est-à-dire au bas de l'écran tous les jours dans cette émission ou alors de vous rendre directement du côté du magasin 1001 tapis. Et je rappelle que nous faisons la livraison dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc pas besoin de rester à la maison de se poser la question comment faire pour avoir mon Vombio
oméga 3. Appelez tout simplement le concept Salaka. Passez votre commande. Communiquez-nous votre ville de résidence et nous ferons le reste. Merci beaucoup et très bon début de semaine à tous les clients du concept Salaka. Un seul conseil, soyez prudents quand vous voulez acheter un complément alimentaire. Soyez très intelligents, n'achetez pas n'importe quoi, ne consommez pas n'importe quoi parce qu'un mauvais complément alimentaire va plutôt détruire davantage votre santé. Le Van-Bio Oméga 3 reste et demeure un complément alimentaire pas comme les autres commercialisés par le concept Salaka. Merci Consti Lamine. On va basculer ici au plateau A avec vous Karine pour quelques messages. On va peut-être commenter ces messages-là. Je pense que ceux qui commettent ces actes dans le nord-ouest, le Nozo, ne sont que des gangs qui veulent tout simplement prendre ces régions pour en faire la leur. Ricardo depuis Bonabéry qui nous écrit. Les couches de nuit existent et ce sont des choses spirituelles. Les esprits peuvent utiliser soit les images de nos proches, voisins et même surtout des personnes qu'on affectionne pour nous amener à ne pas refuser ou arrêter les instants de couches de nuit. Alphonse Mbala de Ndéry. Merci Alphonse, même si ce n'est pas un élément à décharge pour, Marie-Paul. malheureusement parce que quand vous dites bien qu'on peut utiliser l'image d'une personne que vous aimez bien pour facilement vous inciter à ces couches de vie, ça veut dire que cette dame n'aime pas son voisin. On ne sait pas, nous on n'est pas là, on a émis les hypothèses. On ne sait pas. Bon bref, allez-y Karine. La femme a certainement eu peur la première fois et a dit à son mari que c'était la bastonnade, alors que c'était même déjà les couches de nuit. Alphonse. On fait la différence entre les deux quand même. Ok. À l'Olodov, sont les élites qui vendent le bois aux Libanais. Patrick Juvette, PPCT. Absolument. Parce qu'elles se sont appropriées les terres. Et vous avez vu les emprisonnements qui sont liés aux indemnisations. C'est les élites et les demandes administratives, la plupart qui vont en prison. Ils savent qu'il y aura un projet qui va passer là, ils viennent vite d'arracher les terres. Donc même le fagot de bois que vous pouvez donner à votre vieille maman, on vous dit vous payez. Rappelez-vous de la notion ne parlons pas des mokulungu qu'ils vendent aux exploitants forestiers. Le diamant et l'or à l'Est Cameroun, avec ces élites-là, qui se sont placés, qui sont allés en Chine créer des entreprises chinoises. Voilà, tout à fait. Lyon, Ping Yang. On vient, on dit voilà une entreprise alors que c'est lui derrière qui bénéficie. Voilà, tout à fait. Je vous ai rappelé ici l'autre jour cette image des marchés publics au Cameroun par rapport à ce que propose un Chinois, un Européen ou un Camerounais. En réalité, il y a beaucoup d'entreprises camerounaises. Si vous voyez très bien derrière, il y a des Chinois qui ont un impact dedans et vous savez le type de répartition qu'ils se font là-dedans. C'est-à-dire que le Chinois, lui, est là juste parce qu'il va assurer la sous-traitance, mais c'est le non-camerounais qui a gagné le marché normalement et parfois à des prix exorbitants. On devrait dans ce pays, quoi qu'il arrive un jour, faire en sorte d'auditer tous les marchés publics passés depuis 37 ans. Allez-y, Karine. L'extrême nord a beaucoup d'élites, mais venez voir vous-même. À le Dodov, ok, ça c'est le début du message. Un autre message, ce pays va tout simplement à la dérive, l'égoïsme, le vol. D'accord. Et c'est vrai parce que quand on parle de l'extrême nord, c'est vrai que l'extrême nord a beaucoup d'élites. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'élite de Yaoundé. L'élite du Nord résident à Yaoundé, installé, vivant à Yaoundé, mais qui se prononce sur les questions de l'extrême Nord. Lorsqu'on pense à toutes ces pluies qui créent les grosses inondations à Yagoua, on se pose la question comment des personnes comme ça, qui sûrement ont des positions de pouvoir au niveau de l'État, ne peuvent pas alerter sur des questions, sur des cas comme ça, par exemple. Au Cameroun, nous avons des élites de nom ayant pour action la réalisation neutre qui accompagne le gouvernement dans les discours démagogiques à l'égard de la pauvre population. Faites l'élite, ils ont appauvri plusieurs familles. Nous avons le caveau familial, ils ont tout pris. Pascaline de la Cité. D'accord. Merci à tous et à chacun sur ce plateau, mesdames, messieurs. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.